Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hélène de Montalembert, responsable de la programmation et de la production de l'association Thanks for Nothing. Et je souhaiterais vous remercier, Philippe Ram, pour cette intervention que nous allons poursuivre en offrant l'opportunité à des étudiants de l'ENSA de vous poser leurs questions. Donc c'est un nouveau format qu'on a pensé pour cette 9e édition des rencontres et qu'on a réalisé en collaboration avec La Ville Verte que représentent Nathan et Yvan, et également l'UNEAP, qui est l'association des étudiants en architecture, l'association nationale des étudiants en architecture. Je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour à tous, nous sommes donc Yvan et Nathan de La Ville Verte. C'est une association avec laquelle on porte des questions écologiques et sociales à travers des conférences, des tables rondes, des visites guidées de bâtiments, des expositions et bien d'autres pour nourrir des débats qui sont autant ouverts aux professionnels qu'aux étudiants. Et on est très enchantés de pouvoir poser des questions aujourd'hui à Philippe Ram. Et bonjour à tous, moi c'est Jonathan, je suis étudiant en 2e année à l'école d'architecture de Lyon et je suis avant tout un créateur de contenu, c'est-à-dire que je fais des vidéos autour de ce sujet, de mes études, et je les partage sur Internet. Et je réunis aujourd'hui plus de 75 000 personnes qui suivent mes aventures et ça permet donc de rendre l'architecture encore plus accessible. Et donc pour commencer, merci beaucoup Philippe pour cette intervention. Et donc on a bien compris donc, tout l'aspect théorique de cette architecture climatique. Et donc j'ai proposé une petite activité où il va falloir que vous vous exprimiez graphiquement, c'est-à-dire une tablette qui sera projetée juste au-dessus pour vous, où vous allez devoir intervenir sur un plan, une typologie d'appartement étudiant. À vrai dire, c'est même le mien. Et en fait, j'aimerais que vous nous expliquiez comment s'appliquent ces principes dans ce type de logement et quelles seraient donc les mesures faciles, simples à mettre en place pour améliorer notre manière d'habiter. D'accord. Alors, j'ai pas préparé, hein, donc j'ai juste reçu là, le plan, mais je dirais qu'effectivement, en fait, pour analyser et puis pour transformer, alors c'est ce que je disais, on peut travailler il faut prendre ces 4 critères de conduction, convection, radiation, évaporation. Et puis après, il faut choisir l'hiver et l'été. Donc on peut d'abord réagir au niveau de l'hiver. Alors on se dit, il faudrait analyser la conduction thermique en fait, du mur, puisque s'il fait froid dehors et que le mur est mal isolé, enfin qu'il a une conductivité thermique haute, en fait tout le froid va rentrer et tous les radiateurs en fait, que je mets, enfin le chauffage que je fais part dans le mur et donc ça me coûte très cher. Et pour ça, il faut diminuer le coefficient de conductivité thermique du mur et donc il faut isoler. Donc le mieux, c'est toujours d'isoler par l'extérieur, mais si on ne le fait pas, si on veut juste réagir par rapport à ça, il faudrait, comme on faisait autrefois au Moyen-Âge, il faut mettre des tapisseries au mur, quoi. Il faut empêcher, il faut mettre des bulles d'air qui sont prises dans de la laine. Enfin, ça peut être des habits, qu'on met des matelas, des choses comme ça pour changer par conduction le coefficient ici. Ensuite, il y a les fenêtres. Alors, c'est effectivement la fenêtre, le verre est très conducteur, donc il faut au moins du double vitrage comme ça ou alors une deuxième fenêtre aussi. Autrefois, les gens venaient mettre une nouvelle fenêtre à l'automne comme ça. Et puis après, il faut le soir, ce qui est très important, il faut tirer les rideaux. Parce que si on ne tire pas les rideaux, il y a toute la chaleur emmagasinée la journée dans l'appartement qui repart par radiation vers l'immeuble d'en face ou vers le ciel nocturne. Et donc, il faut empêcher cet échange radiatif entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, dès que la nuit arrive, il faut fermer les rideaux pour conserver, en fait, pour pas qu'il y ait de perte par radiation. Ça n'a rien à voir avec la conduction, mais c'est par radiation vers là. Et puis après, donc, ça c'est par radiation. Après, on peut se dire, je ne sais pas où est le sud. Si le sud est, si le sud est, ça c'est l'ouest, c'est pas mal. En hiver, il faut essayer de capter au maximum donc la lumière. Et puis, il faudrait avoir au sol. Alors ça, c'est aussi de la conduction, mais plutôt un principe d'inertie thermique. Il faudrait que les rayons du soleil puissent s'emmagasiner dans le sol, donc d'avoir en fait là où tapent les rayons du soleil des sortes de tapis de pierre qui pourraient absorber, emmagasiner et rétrocéder ça durant la nuit. Puis après par convection,
Par convection, il faut empêcher la convection parce que ça nous rafraîchit il faut empêcher qu'il y ait des courants d'air. Donc il faudrait mettre c'est ce que les gens autrefois faisaient, ils mettaient des rideaux qui pendaient par terre. Enfin, tous les rideaux, on croit que c'était par intimité, mais en réalité, c'était pour bloquer les courants d'air ou mettre des paravents. Il faut bloquer tous les courants d'air pour pas qu'on se rafraîchisse comme ça. Et puis, voilà, ça c'est par. Et puis après, par évaporation, il faut rien faire parce que voilà. Et par radiation, j'ai expliqué. Et puis ça, c'est pour l'hiver et pour l'été. Donc pour l'été, en fait, ce qu'il faut faire, c'est si c'est à l'ouest, c'est pas terrible parce que effectivement, ça va chauffer. Enfin, en fait, plus on descend, par exemple, quand on va en Tunisie, l'ouest c'est la pire des orientations. Enfin, donc c'est là où on met les dépôts parce que c'est le moment de la journée où ça déjà tout a chauffé déjà et le soleil est fort. Donc plus on descend, plus c'est l'est. C'est pas qui devient l'orientation la meilleure. Donc là, ça veut dire que ça tape beaucoup. Alors si on réagit par conduction. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'une part, il faut empêcher le soleil de rentrer en fin d'après-midi. Donc, soit il faut toujours que ça soit à l'extérieur du vitrage, parce que si c'est à l'intérieur, en fait, les rayons du soleil passent le vitrage et puis surchauffe entre les rideaux et la fenêtre et ça surchauffe, ça monte et toute la chaleur reste dans la maison. Donc il faut avoir la protection solaire à l'extérieur de ça. Et si on ne peut pas, parce qu'il y a des règlements ou comme ça, il faut un rideau de basse émissivité, comme ça, comme des couvertures de survie. L'émissivité, c'est la capacité d'un matériau à absorber ou pas les rayonnements électromagnétiques. Donc si c'est à basse émissivité, ça reflète. Alors il y a de toute façon une perte, mais en tout cas il y aura une partie qui. Donc il faut tirer des rideaux de basse émissivité comme ça le soir. Après, durant la nuit, en fait, il faut qu'il y ait de la masse. Alors je ne sais pas de quoi est fait les murs comme ça, mais il faudrait peut-être mettre un tas de terre ou un tas de pierres à l'intérieur. Et durant la nuit, il faut faire rentrer l'air. Alors, il n'y a pas on va parler de la convection après, mais il faut faire rentrer l'air, ouvrir les fenêtres pour que, puisqu'il fait un peu plus froid la nuit que la journée, pour rafraîchir tout l'intérieur et emmagasiner cette froideur c'est ce qu'on appelle l'inertie thermique, dans un matériau qui peut capter ça. Et puis après, la journée, on referme les fenêtres. Il faut fermer les fenêtres la journée, et puis là, la froideur absorbée durant la nuit va se rétrocéder comme ça, et on peut rester un peu au frais. Et puis après, par convection, tant que la température extérieure est inférieure à 35 degrés, c'est la température de la peau, on peut toujours se rafraîchir avec un éventail. Si c'est au-delà de la température de la peau, s'il fait 40 degrés, en fait, ça ne sert à plus rien d'avoir des courants d'air, parce que c'est comme un sèche-cheveux. Donc, en fait, mais tant que c'est inférieur à 35-37 degrés, les courants d'air, c'est bien parce que ça évacue le surplus de chaleur que notre propre corps produit. Et là, il y a un problème puisque c'est mono-orienté, il n'y a pas de possibilité de créer un courant d'air, puisque l'air ne va pas rentrer. Alors, c'est pas terrible. Enfin, il faudrait soit faire un trou et se dire j'utilise le couloir et j'ouvre la fenêtre du couloir pour créer un courant d'air, en tout cas pendant la nuit par exemple, ou quand ça ne nous dérange pas trop, pour que le vent puisse, alors je vais prendre une autre couleur, comme ça, pour que le vent, ça ne marche plus, voilà, puisse traverser et enlever la chaleur. Ou alors sinon, après, si on ne peut pas faire ça, il faut mettre un ventilateur pour faire bouger l'air à l'intérieur, et durant la nuit, en fait, quand il fait froid, accélérer le refroidissement, et puis durant la journée pour évacuer le... Mais aujourd'hui, nous, on vient de faire un projet de logement près de Bègles, à Bordeaux, pour des promoteurs privés, et tous les logements, tous les logements doivent être traversants. En fait, on estime que c'est pas bien aujourd'hui de faire des logements mono-orientés, quoi. Et puis le dernier, c'était l'évaporation en été. Il faut avoir
En fait, c'est les fontaines qu'on voit dans les riads au Maroc ou en Inde, à l'intérieur des maisons. En fait, de l'eau en mouvement, plus il y a d'énergie cinétique, plus l'eau est en mouvement, comme des fontaines, plus ça s'évapore et ça fait baisser la température de 5-6 degrés. Donc on arrive, si vous faites un jet d'eau à l'intérieur durant la journée caniculaire, ça fait baisser la température. Très bien, merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Moi j'ai une question qui s'inscrit un peu dans la suite de ce que vous venez de faire comme travail. C'est que pendant nos études, on nous dit beaucoup qu'on va être amené à plus construire ou alors à travailler vraiment à la petite échelle. Et donc ça redéfinit un petit peu le rôle de l'architecte qui agirait plutôt comme un réparateur, quelqu'un qui soigne. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer en ce sens? Est-ce que vous pensez que même votre travail qui est climatique, il va petit à petit être sur du coup des micro-changements, sur les microclimats, sur les micro-changements où on va continuer à développer cette approche assez générale et avoir cette image-là de l'architecte qui agit sur une grande échelle? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que tout est toujours dialectique, c'est-à-dire que ça tourne. En fait, il y a un problème. Au début, c'était effectivement le chauffage qui émettait trop de CO2. Donc, on a pris des mesures sur le chauffage. Et puis après, ça suffisait pas. On a pris des mesures sur les matériaux de construction, bas carbone, comme ça. Ça suffisait pas. On a dit on prend des mesures sur la structure porteuse du bâtiment. On commence à réhabiliter plutôt qu'à construire nouveau. Et ça suffit pas. Et donc, ça ne suffit pas parce qu'on doit adapter les bâtiments parce qu'il fait réellement trop chaud ou comme ça. Donc, il faut continuer. Et puis, peut-être qu'à un moment, finalement, l'étape d'après, c'est peut-être des migrations. On quitte des lieux qui sont beaucoup trop chauds. Donc, je dirais que tout est voilà, ça s'adapte à chaque fois. Et ce que vous décrivez, bien évidemment, que là, on est plus dans un moment de transformation, de réhabilitation, puisqu'on est à ce troisième moment, mais cette réhabilitation, elle doit se faire selon le quatrième moment, qui est celui de l'adaptation, en se disant qu'en fait, quand on est à Paris aujourd'hui, on n'est plus dans le Paris d'autrefois, en fait, on est dans le sud de l'Espagne. En fait, le climat qui glisse, qui remonte de l'équateur vers les pôles, fait que nos références culturelles aujourd'hui doivent être celui du sud de l'Espagne, du nord de l'Afrique, et non plus les références françaises qui, elles, migrent vers l'Allemagne, vers l'Écosse, puisque là, c'est le maire de Genève disait qu'aujourd'hui, quand on construit en Suisse, on ne doit plus se dire qu'on construit en Suisse, mais qu'on est dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, quoi. Donc on doit avoir les volets, on doit penser aux volets, à la couleur des bâtiments, tout ça, comme par rapport à ces plus 4 degrés qui sont en train d'arriver, quoi. Merci pour votre réponse. Moi, j'avais une question de l'ordre, comme vous dites, on prend des mesures par rapport à des problèmes qui viennent de l'État ou quoi. Et justement, en tant qu'étudiant en archi, on nous parle de la RE 2020. Et puis après, n'importe qui achète un appartement, on lui parle du DPE. Ces mesures-là, par rapport justement à la consommation d'énergie, qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas en France? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des bonnes choses? Est-ce que les architectes y prennent part ou alors pas assez? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors moi je pense que c'est des bonnes choses parce qu'on le voit avec les promoteurs privés comme ça, c'est-à-dire ils sont contraints par la RE 2020, par ces réglementations écologiques pour construire différemment. Donc c'est très bien parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait une catastrophe. Donc je pense que c'est très bien. Après je pense que les architectes justement doivent... mais c'est en fait à chaque fois qu'il y a des normes ou des règlements, les architectes au départ les refusent. C'est une sorte de position réactionnaire. Et en réalité, ils doivent se dire que c'est un nouveau lieu pour la création. C'est-à-dire que par exemple, c'était la même chose pour les normes PMR, enfin, personnes à mobilité réduite. C'était pour les architectes quelque chose d'ennuyant, enfin, des normes comme ça. Et à un moment donné, notamment mon collègue David Giesen aux États-Unis a dit non, en fait, ça doit être la base de l'architecture. C'est pas un règlement, on doit changer la manière de penser les bâtiments en fonction des PMR et changer la composition. Et la même chose avec les règlements d'écologie, on doit rentrer à l'intérieur et y découvrir des nouveaux modes de composition, une nouvelle esthétique qui va naître de ça. Et c'est toujours dans l'histoire de l'architecture, on voit que c'est toujours ceux qui, par exemple, appris à construire en béton,
ils ont été contre toute l'écologie parce que tout d'un coup, l'esthétique de l'isolant thermique qui venait couvrir les structures en béton rendait caduque toute leur stratégie esthétique. Donc voilà, donc je pense qu'il faut, en fait, il faut les comprendre, ces normes, et puis aller plus loin, enfin, et puis composer avec ça. Nous, on a fait des projets, par exemple, sur l'isolant thermique, en se disant, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas habiter à l'intérieur de l'isolant ou commencer à faire à diviser l'isolant en plusieurs couches, comme ça, se jouer avec ces éléments-là. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Donc nous allons nous arrêter là, mais merci à tous les quatre d'avoir participé à ce moment de questions-réponses et un grand merci à vous Philippe Ram d'être venu à cet événement. Merci. Merci. Merci.